Bienvenue pour cette fin de colloque. Avant de démarrer la table ronde, on vous propose pour Gérard, pour Patrick et puis pour Nadège de rappeler quelques notions qu'on a entendues depuis ce matin, d'une part, très rapidement, et puis Antoine va évoquer les questions qu'on avait imaginées qui n'ont pas été abordées. Ce qui veut dire que vous partiez un peu du niveau de notre discussion. Donc depuis ce matin, ce qui a été très très net, on a entendu parler au départ avec Joël de l'utilisation de du mot consentement dans le travail même de la clinique et de la sémiologie de la sexualité. Et donc je dirais que c'est peut-être l'observation avec Christine qu'elle a faite qui montrait une prise en compte un peu à part du consentement puisque ça fait partie de la clinique de la sexualité. Dans tout ce qu'on a entendu après, on a entendu la même chose, à savoir qu'il était très compliqué, voire pas possible du tout, d'imaginer de parler de consentement dans un début de relation avec un thérapeute et avec un patient, puisque le patient n'était absolument pas dans la mesure d'accéder à ça. Julien Betbez l'a expliqué vraiment longuement et en rappelant que le patient est surtout dans un monde de vide, dans lequel, comment pourrait-il aborder le consentement? Il va falloir commencer par recréer un lien thérapeutique, un lien sécure, et après aller éventuellement interroger le consentement. Pour lui, la notion de consentement était beaucoup plus l'aboutissement de la thérapeutique qu'une question à poser en début de consultation. Et après, on a eu des approches plus techniques avec Marc Galli dans l'anesthésie, qui nous a rappelé qu'un consentement donné à un anesthésiste pour être opéré était un consentement qui allait être évolutif dans le temps, que les recommandations pour la fin de vie étaient très évolutives également, qu'on peut changer d'avis au fil des mois et des années. Et puis, on a entendu, après avec les autres intervenants, on a entendu Patrick Bellé et puis David nous parler. Donc, dans le consentement, on a entendu également avec David la notion de légitimité du thérapeute, c'est-à-dire qu'il y a consentement et co-consentement. Et puis, ce que Julien a vraiment souligné, c'est que on a le consentement peut être analysé sur deux plans. On pourrait commencer par parler du plan purement cognitif, et le deuxième plan serait un plan affectif. Et ce plan affectif dans lequel vraiment le consentement prend sa place ne peut pas arriver au début. Donc on vient de terminer avec nous, avec Yves Alphon, et puis avec Véronique Tressier. Et on a entendu que naturellement, il y a des circonstances comme des manifestations de troubles cognitifs majeurs où on ne peut pas interroger un patient là-dessus. Et on va s'appuyer plus sur finalement l'attitude et le comportement des tiers, en parlant donc du trinôme, pour pouvoir aller chercher éventuellement ce consentement, mais surtout peut-être qu'il est purement intuitif à ce moment-là, sans avoir besoin d'interpeller. Ce qui est assez finalement ressorti dans tout ça, c'est que ce qui primait, c'était la relation médicale et la relation humaine en fait à l'autre, que c'est cette relation qui va travailler en rapport avec le patient si on a su installer une relation sécure. Voilà en gros ce qui est ressorti. Donc on avait imaginé qu'on allait parler de responsabilité, pas du tout, on n'en a pas du tout parlé. Et on a eu des démonstrations aussi qui ont été faites sur le consentement. On a eu Brice Lemaire qui est venu parler. On a entendu ce matin Emmanuel Sourtrenon qui a évoqué aussi le consentement. Mais on a entendu des choses plus axées sur la relation, en fait. Donc voilà où nous en sommes maintenant. Antoine, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on entende et qu'est-ce qu'on pourrait évoquer dans cette table ronde en plus alors? Alors, elle était effectivement, la journée est absolument passionnante. Il y a eu beaucoup d'échanges en fait et beaucoup d'expériences diverses. Il y a quelques années, dans une émission, je crois que c'était sur Canal, mais peu importe, il y avait une rubrique qui s'appelait Ceux qui n'ont pas été invités et où en fait, le comique en fait parlait de ceux qui n'avaient pas été invités mais qui faisaient l'actualité. Donc, je vais faire un petit peu pareil, effectivement, avec des sujets que l'on pensait en fait qui allaient être spontanément évoqués et qui n'ont pas été. Et donc, dans les apartés avec Pascal, on trouvait intéressant justement que ce soit pas venu spontanément. Donc, je vais les indiquer non pas comme des éléments de ils n'en ont pas parlé, c'est pas bien, etc. Mais comme justement, l'intéressant, c'est que ça soit pas venu spontanément, alors même qu'il nous paraissait qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une évidence avec l'hypnose. Et puis, on va bien voir dans la table ronde ce que nous en faisons les uns et les autres. On a parlé effectivement d'influence, mais qu'on n'a pas mis du tout en lien avec la suggestibilité. Or, précisément,
la définition de l'hypnose, et ça, toutes les études scientifiques le montrent depuis les premières qui ont été faites dans le domaine dans les années 50, c'est que l'hypnose, en fait, abaisse le niveau de vigilance par rapport à l'influence, c'est-à-dire augmente le niveau de suggestibilité des personnes. Autrement dit, quand on est en état d'hypnose, le discernement est un discernement qui va être altéré au sens qui va être modifié par rapport aux états de conscience ordinaires. Et donc, jusqu'où est-ce que l'on peut aller? Le possible, en fait, peut aller jusqu'où? La place du toucher, c'est intéressant parce que, notamment dans la vidéo qu'a montré Brice, à la fin, il termine en fait par du toucher. Et du toucher qui n'a pas été demandé parce que précisément, ça fait partie finalement de ce cadre qu'il a installé, mais un toucher également, la question du consentement par rapport au toucher, de faire une catalepsie, de faire une lévitation de la main, induit en fait du toucher. Et finalement, comment ce toucher va être compris? D'autant que là aussi, variable forte par rapport à l'hypnose, on n'est pas dans une évocation ou dans l'imaginaire comme ceux qui font de l'hypnose le savent, mais on est vraiment dans du vécu. Lorsque l'on demande à quelqu'un en état d'hypnose de simplement se replonger dans le moment, la dernière fois où il a fait du vélo, toutes les études montrent, et le vécu de la personne aussi, qu'en fait, elle est en train de refaire du vélo en hypnose et non pas, elle est en train de se souvenir comment elle a fait de l'hypnose ou elle est en train de voir la balade en vélo comme si elle voyait un film. Elle est réellement en train de faire du vélo avec l'hypnose. Et donc, ça veut dire aussi que ces évocations, ce toucher, vont prendre place dans un système dans lequel les barrières entre réel et imaginaire vont devenir suffisamment floues pour que la rationalité, la raison, rendent difficile de discerner ce qui est en train de se passer, ou en tout cas difficile à interpréter de prime abord. Donc ça aussi, c'est un élément qui a pas été indiqué. Le troisième élément, c'était très brièvement cité, le terme de rapport magnétique qui est devenu ensuite le rapport hypnotique, la notion de séduction qui a été évoquée par Patrick Bellet, mais qui ont juste été cités sans aller plus loin. Or, précisément, historiquement, l'hypnose s'est ancrée, comme je l'ai signalé en introduction de la journée, c'est ancré en fait dans cette notion qu'il pouvait y avoir un danger pour la société et les mœurs. C'est-à-dire, dès la fin du XVIIIe siècle, il y avait déjà des histoires de personnes qui perdaient leur discernement en état de conscience non ordinaire et donc en état magnétique à l'époque. Et pour le coup, bah, il y avait des personnes qui en avaient profité, qui en avaient profité. Et donc, il y avait cette notion de rapport magnétique, la dimension d'affectivité, d'émotionnalité qui était présente. On a parlé ensuite de rapport hypnotique, c'est la question de la séduction. C'est à partir de cette question-là que Freud va élaborer la notion de transfert, puis créer la psychanalyse. Donc c'est vraiment très très important. Et donc on est effectivement dans les auteurs, Deleuze, Janet, etc. Parler de passion somnambulique, on est vraiment dans quelque chose dans lequel il y a un lien quand même tout à fait particulier entre le thérapeute et le passant. Donc il y a déjà une première zone en fait qui n'a pas été abordée, qui est celle effectivement du consentement par rapport à cette question d'un relationnel qui, malgré tout, est très engageant émotionnellement et avec des barrières entre le réel et la réalité qui se retrouvent floutées en partie. Il a été rappelé à très juste titre que l'hypnose ne produit rien en soi. Donc, c'est pas quelque chose qui va être malveillant en soi, qui est négatif en soi. C'est bien sûr l'individu qui va utiliser l'hypnose dans des fins et avec une intention dont il faut regarder le niveau d'exigence, d'éthique, de déontologie et l'intention, bien sûr, en particulier. Malgré tout, l'outil n'est pas, l'outil, je vais dire les choses comme ça, favorise par son acuité des éléments qui peut-être seraient plus difficiles à obtenir par d'autres méthodes. Et donc la question est finalement, comment est-ce que l'on se prévient de ça? Pour ma part, pour citer mon expérience, j'ai connu dans ma carrière de à peu près 25 ans maintenant, j'ai été confronté à trois patientes érotomanes et qui vraiment étaient, voilà, je suis partout en conférence, il y en a même une qui avait trouvé l'adresse de mon domicile alors que j'étais sur liste rouge, j'avais pas de cabinet à l'époque, donc j'étais qu'à l'hôpital sur liste rouge, etc. Enfin, vraiment, ça a été trois situations particulièrement difficiles. Les trois correspondaient en fait à, aller globalement, mes 4 premières années en fait d'hypnose, de pratique de l'hypnose. Et je pense il y avait un, et c'était trois patientes que j'avais accompagnées par l'hypnose. Je pense qu'il y avait un lien, c'est-à-dire quelque chose que mon expérience et ma supervision à côté m'avait probablement
pas tout à fait éclairé sur, malgré mes intentions qui étaient bonnes, ce qui était en train d'être mobilisé. Peut-être aussi le dernier champ par rapport à la question du consentement, c'est le consentement par rapport à ce que l'on fait, c'est en lien effectivement avec ce que je disais tout à l'heure, la barrière entre la réalité et la fiction qui se trouve un petit peu altérée. C'est-à-dire quand par exemple un patient vient nous voir, ce qui était le cas d'une patiente il y a quelque temps, en disant, voilà, j'ai eu un psychotrauma, j'ai été violée plusieurs fois, en l'occurrence cette patiente par son frère, son demi-frère, et elle me disait, moi, je regarde des traces qui sont absolument violentes, mais par contre, je ne veux pas revivre cet événement-là. Je veux être pris en charge thérapeutiquement, mais je ne veux pas revivre cet élément-là. Or, précisément dans les psychothérapies, quelles que soient les modalités psychothérapeutiques, actuellement, en 2024, on ne sait pas faire autrement qu'à un moment donné reprendre en fait ce qui a été vécu, ou alors c'est de l'évitement. Et donc se pose aussi la question du consentement du point de vue de ses limites éthiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces patients-là? Qu'est-ce que c'est aussi, même lorsque la personne ne nous dit pas qu'elle ne souhaite pas revivre l'événement, il y a bien un moment où on sait qu'on va y aller. Et donc, comment est-ce que l'on prépare ça en sachant que, oui, la personne va se remettre en souffrance, alors transitoirement, bien sûr, on l'espère, de la façon la plus courte, bien sûr, on l'espère, mais malgré tout, on va être des inducteurs de souffrance supplémentaires dans la visée thérapeutique. Et donc, jusqu'où finalement on dose ou comment est-ce que l'on dose les choses pour installer cette démarche thérapeutique, cette démarche éthique dont on a parlé aussi durant la journée. Donc ensuite, tu le disais Pascal, notion de responsabilité est venue effectivement assez tard et peut-être un dernier petit élément, il a beaucoup été question de l'information donnée aux patients. Finalement, il s'agirait d'informer le patient sur l'hypnose, sur ce qui va être fait. Là aussi, il y a quelque chose qui est ambigu parce que d'une part, il y a quelque chose qui est innommable en hypnose. Il y a quelque chose qui ne peut pas passer, c'est du vécu. Et donc, on ne peut pas prétendre être dans une information juste, précise, comme pour un élément qui serait absolument factuel. Il y a une part qui n'est pas communicable, il y a une part qui n'est pas entendable, et la question est même de savoir si tout doit être entendu de ce qu'est l'hypnose avant de commencer, parce qu'il peut y avoir aussi un jeu qu'installe en conscience le thérapeute par rapport à ces dimensions-là, et puis plus factuellement. Il y a eu beaucoup d'études en psychologie aussi pour savoir si précisément un patient bien informé est un patient qui était mieux pris en charge, qui faisait de meilleurs choix thérapeutiques, qui avait l'impression d'être plus en sécurité dans la relation. Et la réponse est non. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné magnifié cette dimension de l'information et on s'est rendu compte que chez les patients anxieux, ça augmentait l'anxiété. Chez les patients qui n'étaient pas anxieux, ça pouvait créer de l'anxiété ou ils s'en fichaient finalement, mais qu'il n'y avait pas un très grand intérêt bénéfique en fait à informer surtout formellement les patients. Et donc, il y a probablement là aussi un dosage qui est à avoir, au moins par rapport à l'hypnose. Donc, il y a voilà, différents éléments qui font aussi certainement que, comme tous les auteurs aujourd'hui, on peut dire que la question est complexe. L'idée n'est pas d'arriver à des réponses, mais en tout cas, effectivement, de situer cette complexité et de voir comment est-ce que finalement on peut, en position de thérapeute, mais aussi les patients ont probablement aussi quelque chose à avoir avec cette affaire. Comment est-ce que l'on peut naviguer dans ces eaux parfois troubles, même si elles sont fascinantes? C'est très bien, c'est ce que tu dis, fallait le dire. Je pense qu'il fallait qu'on le dise là. Je rajoute juste deux mots. On a entendu ce matin quelque chose qui a été unanime, c'est que si on veut parler consentement, il faut se donner du temps avec un patient et sûrement pas lui faire signer un papier en début de thérapie. On a aussi conclu que le mot consentement n'allait pas. Que si on voulait prendre un mot plus juste, ça pourrait être assentiment, ça pourrait être des choses comme ça. Et puis, on a surtout aussi entendu que le mot consentement, il vient d'un autre domaine et il est un mélange de philosophie et de droit. Aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Et nos collègues qui ont parlé sont des collègues qui ne viennent pas démarrer leur activité hier matin. Et on s'est bien rendu compte entre nous tous que le mot consentement, on l'a pas du tout étudié pendant nos études. C'est un mot qui aujourd'hui s'impose par l'actualité. Donc, vu qu'il s'impose, on est bien obligé de se préparer à y répondre. C'est pour ça que je pense que la réflexion, il fallait qu'on l'ouvre. Et je crois qu'on a ouvert une discussion qui va être riche, mais qui va continuer. En tout cas, il le faut, parce qu'il faut qu'on puisse proposer des attitudes qui nous protègent parfois, enfin, sans forcément nous protéger, mais qui nous assurent une compréhension mutuelle. Et c'est ça aussi quelque chose qui a été évoqué, comment être sûr que le patient comprenne ce qu'on évoque et que nous comprenions ce qu'il évoque. Euh, on va démarrer la table ronde. Je vais peut-être commencer par présenter Nadège pour le coup, honneur aux femmes.
Nadège Mounouri est, infirmière puéricultrice de formation. Elle a une pratique maintenant qui est libérale et qui est beaucoup plus large, qui s'étend également aux adolescents, aux grands adolescents, aux adultes, aux grands adultes, aux très grands adultes. Elle est également thérapeute familiale, formatrice et voilà pour la présentation, je sais pas. Et puis bien sûr, il y a une dimension également créative chez Nadège, elle est également, elle réalise également des productions audiovisuelles pour lesquelles certains festivals y ont été sensibles et elle a également été primée dans ce champ-là. Et une thérapeute qui est également aussi immédiatement créative, c'est à signaler. Bienvenue Nadège. Voilà. Alors, nous accueillons dans cette table ronde euh, Gérard Osterman. Gérard Osterman, vous êtes un certain nombre à le connaître, donc il vient de démarrer ses études médicales, il a accepté de venir avec nous. Gérard, il est présent sur beaucoup de plateaux et beaucoup de réunions parce qu'il amène beaucoup d'informations. Il est donc médecin, médecin interniste. Il est spécialisé en thérapeutique aussi. Je crois qu'il est psychanalyste. Je pense qu'il est hypnothérapeute. Il me semble qu'il a été impliqué dans la création du Centre des troubles alimentaires du Sud-Ouest. Il travaille dans l'addictologie. Il fait partie de la Société française d'addictologie, etc., etc. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Je l'invite très souvent. C'est intéressant, c'est riche. Donc, il arrive dans cette table ronde pour évoquer son approche à lui du consentement. Donc, merci Gérard. Patrick Lelon, il est journaliste. Aujourd'hui, il est conférencier. Il écrit beaucoup. Il intervient sur beaucoup de lieux. Je l'ai vu intervenir. Je suis intervenu avec lui. Et aujourd'hui, il est présent dans toutes les conférences que je fais pour amener un œil que j'aime bien, un œil différent. Je dis toujours qu'il a la pertinence d'être impertinent et pertinent. Voilà, donc c'est intéressant parce que il vient nous remuer où on n'imagine pas qu'il puisse arriver. Voilà, Éric Bonvin a mis plusieurs mois pour s'en remettre, mais il va bien. Hein, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc c'est bien. Merci Patrick d'être avec nous. Antoine Bieuil, alors c'est quelqu'un qui lui aussi vient de commencer son travail. Donc vous le voyez évidemment sur beaucoup de travaux. Il travaille beaucoup. Il est psychologue. Il est agrégé de psychologie. Il fait de la recherche. Tu travailles entre Bordeaux, Paris et ailleurs, entre autres. Et puis bien sûr, tu travailles aussi au sein de la revue Hypnose et Sciences de la vie. Et puis voilà, et tu es dans beaucoup de choses, tu es impliqué avec Hypnosia, c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve, avec Hypnosia et puis la CCH. Ce colloque, je disais au début, on l'a réfléchi avant qu'on entende parler des affaires récentes, bon, ce qui veut bien dire que la notion est importante. Ça fait un an à peu près qu'on travaille autour de la notion de consentement avec Joël et avec toi. Tu travailles aussi dans la chaire où est Joël, la chaire de santé sexuelle et des droits humains à l'UNESCO. Voilà, donc je trouvais que c'était bien que tu puisses te trouver du côté de la table ronde et pas de l'autre côté pour pouvoir partager maintenant un peu ce que tu penses. Ma première question, je vais donc la poser à Gérard. Je vais te demander, Gérard, euh, de quoi tu veux nous parler quand on te parle de consentement? Est-ce que c'est une notion qui te paraît utile ou, comme l'a dit Christine ce matin avec Joël, qui parfois peut être embarrassante par rapport au traitement qu'on met en Alors, route? comme, comme l'a magnifiquement dit, attends, je ne sais pas si la vidéo tourne. Voilà. Je ne sais pas, comme l'a dit magnifiquement Antoine Gueule, je crois qu'il a fait un condensé extrêmement pertinent de ce qui a pu être échangé ce matin. Moi, je le prends comme ça et je pense qu'il y a certainement des éléments à creuser. Mais je voudrais répondre en écho à ce qu'a dit Antoine par un élément un peu de caricature. J'ai retrouvé une vidéo qui est disponible sur les archives INA, où on voit François Roustan interviewé par Bernard Pivot dans l'apostrophe. Et à un moment, Bernard Pivot dit à François Roustan, mais enfin, Monsieur Roustan, quand même, on connaît tous cette fameuse phrase, dormez, je le veux. Oui, mais à ce moment-là, François Roustan donne une approche extrêmement intéressante et dit, ça veut dire que c'est comme percevoir votre existence avec des œillères, cessez d'être aveugle, dormez
Et comme dans le rêve, alors vous vous ouvrez à tout ce qui est possible, c'est-à-dire rendez-vous disponible. Mais pour ça, comme dit François Roustan, on a besoin qu'un autre puisse vous le dire. Exactement comme dans l'apprentissage, où François Roustan dit, il y a un maître, un moment, on est avec un maître qui dit maintenant, arrête de parler, fais-le et apprends. Donc, il y a cette idée que cette image comme ça un peu thaumaturgique de dormez, je le veux, je trouve que François Roustan apporte une dimension extrêmement intéressante d'interprétation. Et je crois que tout le problème de consentement, c'est la façon dont nous l'interprétons. Alors, j'ai envie de dire tout d'abord l'expression j'imagine. J'imagine que les principes fondamentaux ont été largement évoqués ce matin, à savoir le respect de l'individu, l'idée complexe de consentement libre et éclairé, sûrement l'idée de la confiance, mais aussi de l'attachement. Ça a été dit par Antoine tout à l'heure, retrouver cette notion de tranquillité, de quiétude, parce que j'aime pas le terme de sécurité. Je trouve qu'il n'est pas adapté ou mal traduit par de l'anglicisme secure. Et puis aussi considérer les limites de la personne. Bon, je pense qu'il y a l'idée, on en avait parlé ensemble, Pascal, de cette idée au fond du double consentement qui va dans le sens de l'alliance thérapeutique également, où il y a comme ça une sorte de double accordage. Double accordage qui me semble bien illustrer justement cette question-là. C'est-à-dire, ça ne se fait pas que dans un sens, cette idée de consentement. Et rappelons-nous quand même que Sigmund Freud avait utilisé un mot qui peut être discutable, mais il avait une certaine force, qui était la notion de pacte. Hein, de pacte, c'est-à-dire qui favorisait l'association libre, la relation transféro-controsphérentielle. Le premier point que je dois dire par rapport au consentement, c'est que souvent, les gens, par exemple, peuvent dire écoutez, docteur, je viens vous voir, monsieur Vesproni, je viens vous voir parce que je voudrais faire de l'NDR avec vous, je voudrais faire de l'hypnose. Où j'ai appris que vous étiez un grand hypnothérapeute. La question, et là, c'est véritablement un problème. On ne vient pas pour de l'hypnose ou pour de l'NDR. On vient avec ce que l'on est, avec sa souffrance, avec son mal-être. Et si nous, on rentre dans ce jeu-là, c'est-à-dire uniquement du côté de la technique, d'une technique thérapeutique que l'on va appliquer, ben, je pense que là, on risque de biaiser largement ce qui sera la relation, l'alliance et le consentement. Je pense que véritablement, le mot pour technique, eh bien, il faut le référer au grec, c'est la poïétique. Fabriquer et parler, c'est la même chose pour les Grecs. Et la véritable technique, c'est la rencontre entre la parole et l'outil, c'est-à-dire le moment où il y a des paroles qui sont utiles et en même temps des outils qui sont parlants. Et on l'avait dit et on l'a écrit ensemble, Pascal, la parole et le geste sont inséparables. Oui, alors, souvent on nous dit, moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'entendais cette phrase parfois qui était est, non est, non est. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et je sais que c'est référé à l'évangile de Matthieu. Bon, très bien sur la catégorie morale. Mais reconnaissons ensemble quand même qu'il y a 50 nuances de oui, quoi. Quand j'ai dit oui, qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire que l'acquiescement, qui vaut acceptation peut-être au regard du droit, et j'ai lu avec intérêt l'ouvrage de Christelle Maxence, me semble intéressant, mais qu'il faut incroyablement nuancer. Il y a une ombre qui plane sur cette acceptation, mais le consentement apparaît parfois comme un acquiescement à contre-cœur. Ça dépend de l'influence sur laquelle on est, ça dépend de la demande ou de la détresse dans laquelle on est. Donc, et souvent, il faut bien le reconnaître, c'est quand même des gens qui arrivent avec des psychotraumatismes, avec une problématique abandonnique. À ce moment-là, on pourrait dire que le consentement est comme arraché, comme on peut dire communément. C'est-à-dire, quelque part, c'est un aveu de faiblesse ou de grande vulnérabilité assumée, et en ce sens-là, c'est particulièrement douloureux. Donc, et je dirais même, je vais vous dire quelque chose qui m'a vraiment intéressé, parce que du coup, j'ai lu le bouquin de Vanessa Springora par rapport à vous savez, à l'affaire qui la concerne, hein, par rapport à son viol. Je pense que le consentement, bien sûr, on va le dire, et puis quand on aura dit ça, on n'aura pas dit grand-chose, c'est que c'est le minimum que l'on peut obtenir de l'autre, peut-être. La première fois que j'ai entendu parler du consentement comme ça, dans mes études un peu psychologiques, c'est à propos de la relation sadomasochiste, dans laquelle il était dit, au fond, c'est une relation acceptable à partir du moment où elle est librement consentie par deux adultes. Incroyable. Incroyable, parce qu'on se retrouve dans une sorte d'utopie politique, c'est-à-dire que le caractère pervers du sadomasochisme
se trouve être complètement effacé, gommé par la notion de consentement. Incroyable. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a consentement, il y aurait comme ça plus de perversion. Or, le comble, je crois, de la perversion, c'est de faire croire que parce qu'il y a consentement, il n'y a plus de perversion. Personnellement, je serais plus intéressé effectivement par le phénomène de l'emprise. Et ça a été implicitement, et ça a été dit d'ailleurs par Antoine. Et là, on a affaire à des problèmes beaucoup plus complexes. Comment une personne peut s'emparer de l'esprit de l'autre? Comment c'est possible? On le sait très bien dans le champ des sectes ou d'idéologie, mais c'est toujours lié à des promesses de toute puissance. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une personne se laisse totalement posséder par quelque chose ou par quelqu'un? C'est parce que l'autre a peut-être justement promis une forme de toute puissance. Et à mon avis, il y a un faux débat par rapport aux affaires actuelles, parce que ce n'est pas la question de l'hypnose qui est le problème, c'est la question de la personne qui a utilisé l'hypnose. Et ça, je vous en dire un mot après. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Jean Becchiot, que nous connaissons tous, et qui est quand même un monsieur particulièrement expérimenté et qui dit des choses aussi passionnantes, justement, peut-être pour s'en démarquer, a préféré jouer sur le terme d'attention. Bon, mais ça, on peut en discuter, mais comme quoi, parfois, les mots, les représentations, là, on va le dire au sens psychanalytique, les signifiés, bah, parfois, ne sont pas tout à fait les mêmes. Et là, je dirais que rappelez-vous, on va dire oui, la toute-puissance, et comme disait Claudel, j'avais dit ça tout sauf à la tentation. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on voit très bien, c'est pour ça que je vous disais que c'était plus une question de personne, eh bien, c'est qu'on voit que ce monsieur qui est psychanalyste à succès, qu'on voit partout sur les plateaux, qui voit des fans qui sont fascinés par lui, bah, tout du coup, il est effectivement tenté. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, je pense que ce sont des phénomènes de pouvoir, ce sont des phénomènes d'emprise. Et ce n'est pas tellement la question de l'hypnose qui est derrière, c'est la question de cette emprise et de ce pouvoir. Le problème qu'il y a secondairement, comme dommage collatéral, c'est que au niveau des médias, les gens vont associer effectivement l'hypnose et cette emprise. Bon, voilà. Enfin, Tu me on permets peut une en petite discuter. parenthèse, tu me permets une petite parenthèse, Gérard, parce qu'il y a quand même un petit élément supplémentaire. Oui, C'est-à-dire que, on ne va pas citer de nom, d'autant il est présumé innocent, mais c'est pas le premier cas que l'on a dans le champ de l'hypnose, d'une personne qui en fait a oui, déjà une aura médiatique, qui a une puissance de thérapeute, oui, c'est-à-dire qui est connu pour être un expert, etc. Et pour lesquels, en fait, l'emprise aurait pu être exercée assez simplement sans avoir besoin de l'hypnose. Et malgré tout, il y a eu recours de l'hypnose, c'est-à-dire qu'il me semble quand même, moi vraiment je suis d'accord avec avec ta ligne complètement, mais je trouve que parfois, le monde de l'hypnose a tendance à un peu à aller un peu vite, soit dans une position de repli en disant oui, mais il y a la relation, ou dans une position de repli en disant oui, mais en fait, c'est la personne avant tout. Il me semble quand même que la nature même de l'hypnose fait que, je vais dire un chiffre idiot, mais dans ces histoires-là, il y a 80% de ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire situation d'emprise, particulièrement chez les personnes qui mm, ont une position d'aura, etc. Et tu as raison, ce sont des personnes qui, bien souvent, dans la vie, par ailleurs, ont déjà été cabossées et très souvent ont déjà été abusées, etc., etc. Donc, tout ça est effectivement connu. Et il y a eu des histoires, d'ailleurs, dans le champ psychanalytique, en TCC, chez les bouddhistes, chez les cathos, etc., sans avoir besoin de l'hypnose. Donc, à 80%, c'est ça. Mais il me semble qu'il y a quand même, à 20%, et mon chiffre est idiot, hein, c'est pour indiquer qu'il y a une part, il me semble qu'il y a quand même un 20% qui est lié aussi à quelque chose qui touche à la nature de l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose facilite, du fait justement de ce gommage entre la réalité et l'imaginaire, du fait précisément qu'il y a une diminution en fait de la question de la rationalité, il y a malgré tout quelque chose dont on peut penser effectivement que c'est facilité par l'hypnose, ce qui, je termine pour être absolument clair, enfin vraiment de poser les choses de façon claire, ce qui, de mon point de vue, et je suis sûr que c'est votre point de vue à vous tous ici, oblige d'autant mm. plus le thérapeute, oblige le thérapeute et l'oblige aussi à être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans une interrogation sur sa démarche éthique et sur ce qu'il est en train de faire pour que justement l'influence ne devienne pas emprise. Mais il me semble quand même que dans ces affaires, parfois peut-être par réflexe aussi de défense, on a tendance
aller du côté effectivement de la perversion du sujet, machin, etc., il me semble aussi que, y compris le monsieur que tu citais, citais tout à l'heure, qui a fait un très mauvais bouquin sur l'hypnose, qui a juré ses grands dieux qu'il n'a jamais pratiqué l'hypnose, que l'hypnose c'était pas bien, qu'il fallait faire comme son maître, lui jeter des pierres et ne jamais en faire, que y compris ce monsieur a eu besoin, malgré son aura, etc., d'avoir recours à l'hypnose avec des faits qui seront dits par la justice, mais en tout cas, il a eu besoin d'aller chercher du côté de cette pratique-là pour, en tout cas, effectivement, comme tu le disais, en tout cas, être tenté du côté de son désir, quoi. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, effectivement, c'est toujours, comme tu le dis, c'est toujours, en fait, l'intention, la personne, comment est-ce qu'on utilise l'outil. C'est absolument vrai. Mais il me semble qu'il y a quand même identitairement dans l'hypnose quelque chose qui facilite du côté de la victime encore plus la dimension de victime et qui oblige le thérapeute et qui doit l'obliger aussi à être dans une vigilance extrêmement forte par rapport à sa démarche éthique et à ce qu'il suscite chez l'autre. Hmm. Je te remercie, Antoine. Alors, je vais t'interroger là-dessus parce qu'on va dire que l'hypnose, à ce moment-là, on peut le comprendre et l'entendre comme un amplificateur, justement, d'influence, potentiellement d'emprise. Donc, du coup, il y a un effet d'amplification. Mais il se pose la question derrière, mais c'est une question profonde, enfin, à mon avis, c'est celle qui a été évoquée tout à l'heure, de la légitimité. Au fond, quelle légitimité on a? Comment on peut s'assigner notre légitimité en tant que thérapeute? Et au fond, est-ce que la posture, je dirais, de ne pas être véritablement totalement légitime n'est pas une posture éthique? Tu connais mon point de vue, tu sais que oui. Et tu sais aussi que c'est pour ça aussi que, juste de dire l'hypnose, en fait, c'est que de l'auto-hypnose, machin, c'est pour ça que ça mérite tout le temps le poil, parce que je trouve que du coup, on sort vraiment de sa responsabilité, on fait malgré tout quelque chose, et dans une ambivalence qui est que, en fait, on n'est pas légitime pour faire ce que l'on fait, mais c'est le patient qui nous légitime à cette place. Et c'est bien pour ça que c'est compliqué. C'est le patient qui nous met en position de pouvoir l'influencer. Mais parfois, il le fait sans connaître les tenants et les aboutissants, alors que nous, thérapeutes, actes diagnostiques, on doit pouvoir avoir un regard en disant, oh, à partir du moment enfin, de ce que je connais de la situation, quand même, je vais garder deux, trois points d'éveil avant de faire ce que le patient me propose de faire. Et vraiment, je boucle par rapport à ce que tu disais toi-même de ta pratique, effectivement tout à fait éclairée, de dire, moi, je fais pas de l'hypnose. Moi, je suis dans une position de thérapeute à qui quelqu'un vient déposer quelque chose de l'ordre d'une souffrance ou en tout cas d'une demande, et puis du coup, il va y avoir une évaluation, etc., etc. C'est bien pour ça qu'on dit que être hypnothérapeute ne veut rien dire en termes de métier. C'est que précisément, on est pour ce contenu-là, en fait, et qu'il y a toujours quelque chose qui va être derrière. Et effectivement, de l'ordre aussi de l'interprétation des choses. Je ne connaissais pas cette histoire de François Roustan avec Dormez, je le veux. Et comme tu le sais, le Dormez, je le veux, c'est Franz-Anton Mesmer, fin du 18e, qui disait, il détestait que ses patientes Abbé parlent, Fayol. voilà, il détestait que ses patientes parlent, etc. Il leur disait maintenant taisez-vous et dormez, je le veux, quoi. Et c'est intéressant, effectivement, Non, mais qu'il amène une autre oui. interprétation, quoi. Hmm. Mais il exerçait bien un pouvoir. Et Hmm. alors, justement, je voudrais revenir sur un mot que tu viens de donner, sur cette notion où se dégage la notion de responsabilité. Si on prend l'étymologie de responsable, c'est quand même intéressant, ça vient de sponsare en latin, qui était une promesse de fiançailles, du moins une forme d'engagement. Et je crois que quand se tisse l'alliance, et l'alliance n'est jamais comme ça établie définitivement, réussie, etc., bien évidemment, dans l'alliance, c'est quelqu'un vient me voir, je vais dire, écoutez, je vais essayer de vous aider, je vais faire le maximum pour vous aider. Je ne sais pas si vous serez d'accord pour. Donc, je l'invite à collaborer, mais j'ai besoin que vous m'aidiez à vous aider. Vous voyez, c'est toujours cette notion qui va dans les deux sens. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'un consentement ni écrit, ni établi, etc. Pour moi, ça n'a aucun sens. Le consentement se tisse au fur et à mesure où le lien se fait. Enfin, je crois que c'est ça derrière ce qu'évoquait aussi Pascal tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça une espèce de charte d'un bon consentement pour faire de l'hypnose. Enfin, Et je crois pas. merci C'est une d'avoir réflexion rappelé. profonde. Et merci d'avoir rappelé que c'est pas parce qu'on Oui, a donné son consentement que la perversion cessait, hein. C'est le propre même des mouvements sectaires, hein. C'est quand les gens rentrent dans un mouvement ah, sectaire, ils voilà. sont toujours consentants pour y rentrer, hein. Ça ne veut pas dire que ça gomme les mauvaises intentions qui sont en face. Mais j'aimerais entendre éventuellement si elle est d'accord, Nadège, en fait, aussi là-dessus, parce que Nadège, d'une part, elle a une autre profession que la nôtre, et puis elle a cette particularité que je disais tout à l'heure, que elle vient de l'exercice d'une infirmière puéricultrice, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette question
du consentement en fait avec les tout petits et les parents pas trop loin, quoi. Ce qui sans doute aussi change un peu la donne. Là, c'est vrai qu'avec Gérard, on parle beaucoup de la finalement du face-à-face avec le patient, mais peut-être qu'il y aurait d'autres considérations que nous apprendrait cette clinique-là. Et je t'interpelle un peu directement, excuse-moi Nadège, hein, mais Compris. mm. Oui, effectivement, par rapport à l'enfant, l'adolescent, il y a un double consentement, même un triple consentement, qui est d'avoir le consentement des deux parents en fonction du travail thérapeutique quel qu'il soit, que ce soit en hypnose ou des thérapeutiques autres, et le consentement de l'enfant. Euh, pour moi, ça part avant tout des objectifs. Quel est l'objectif de travail? Et parfois, les objectifs des parents ne sont pas ceux des enfants. Et pour moi, c'est l'objectif de l'enfant qui prime. Donc, j'essaye déjà, pour moi, de partir de l'objectif de l'enfant, même s'il semble éloigné de l'objectif des parents. On parlait un petit peu Mais bah, hop, 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 tu vas un peu vite Ouais, là-dessus, dis donc, hein. Qu'est-ce que tu fais alors du coup? Tu mens aux parents? Tu fais comment pour gérer ça? Cette dissonance-là, tu fais comment? et ben en fait, je l'expose d'emblée lors du premier entretien, qui est que je recueille les attentes, Mm. en tout cas en hypnothérapie, et j'indique que parfois l'enfant peut avoir une petite nuance, une grande nuance dans ce que souhaitent les parents, ou parce que c'est pas le bon jour. On peut avoir fixé plusieurs objectifs. Il y a un objectif qui semble prioritaire, par exemple, que l'enfant dorme bien, si on travaille sur l'endormissement. Or, pour l'enfant, la journée, il pense pas forcément à la nuit. C'est pas ça son objectif, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa journée ou la veille qui lui semble prioritaire et on va partir là-dessus. Et j'indique en fait que c'est le rendez-vous de l'enfant avant tout. Et, et j'essaye quand même de retomber sur mes pattes en disant que finalement, si on travaille sur se sentir mieux la journée, ben, on se sentira aussi mieux pour s'endormir le soir. Alors c'est important ce qu'on entend parce que là, ça voudrait dire que si, et en addictologie, on le voit, ça, avec Gérard, on le voit beaucoup. On voit un ado qui vient parce qu'on nous l'a amené, parce qu'il fume du cannabis, il nous dit, bah, c'est pas mon problème. On voit les parents à part qui disent, vous vous rendez compte, il fume du cannabis, faut qu'il arrête. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle plus du cannabis, on parle avec les parents et puis l'ado. Et ça veut dire que si je rentre dans une écoute de ce que les parents me demandent, je suis plus du tout à l'écoute du patient. Donc un enfant je dirais, le trahir, en fait. Si on lui dit, bien, écoute, on va s'occuper en premier de ce que tes parents attendent, tout en sachant que vu que vous êtes adulte et thérapeute, toute l'équipe qui va prendre en charge un enfant va regarder les priorités et les risques. Donc, on va retomber dans la même notion. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant toute séance d'hypnose? Quelles sont les urgences cliniques? Quelles sont les urgences cognitives et sociales? Une fois qu'on aura parlé de ces urgences, on va pouvoir s'adapter à ce qui est le plus important. Donc, ça veut dire que dans ce que nous explique Nadège, le consentement va s'appuyer sur l'avis des trois parties et on va prendre la priorité tout en respectant l'enfant. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, parfois, l'enfant ne veut pas s'attaquer au problème. Si je prends typiquement les peurs, même sans aller jusqu'à la phobie, mais les peurs de l'enfance, l'enfant n'a pas envie de s'y confronter. Et, et qui je suis moi pour l'obliger à se confronter à ses peurs? Donc, il va falloir faire un travail pour que l'enfant se sente suffisamment confiance, de faire un travail pour amener euh, les choses de manière assez ludique. Et je ne vais travailler les peurs avec l'enfant que lorsque il me fera suffisamment confiance et qu'il y aura trouvé un intérêt. Mais parfois, on veut aller assez vite. Et c'est vrai que, alors, pour ma part, j'ai adoré me former en hypnose et j'aimais bien l'idée de la thérapie brève. Ce mot-là, thérapie brève, hein, ça résonne encore en moi. J'aime bien que les choses avancent vite dans la vie. Quand je prends une décision, je passe à l'action. Or, euh, les enfants, parfois, veulent aller aussi très vite, c'est pratique, mais parfois non, et souvent non d'ailleurs. Et j'ai appris à prendre beaucoup plus le temps et aussi de m'extraire un petit peu de cette volonté euh, d'aider. Je pense qu'en tant que soignant, on a envie d'aider l'autre. C'est ce qui est enfin en tout cas pour ma part, a été un moteur important, mais qui peut devenir un frein quand on veut trop aider l'autre. Et finalement, avec l'enfant, c'est justement quand on ne cherche pas à l'aider et qu'on
on travaille avec lui sur le moment, de quelle humeur il est, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'est-ce qui le motive, qu'on va pouvoir faire quelque chose. Bah, typiquement, le jour un samedi d'anniversaire, si l'enfant doit aller à un anniversaire quelque part, il se passera pas grand-chose parce que l'enfant voudrait être ailleurs qu'ici et c'est pas la peine de forcer. D'une manière générale, faut jamais forcer. Bon, c'est clair. Est-ce que Patrick, tu veux intervenir, commence à nous donner un peu ton avis là, avant de faire retourner un peu la parole, circuler. Tu n'as pas de son, par contre, tu n'as pas ton son. Ah, pardon. Hop. Ça y est, ça marche. Merci Antoine. Oui, non, juste quelques quelques petites réflexions. Je voudrais qu'on revienne sur le mot consentement. Je trouve que c'est en fait pour les Tu peux baisser un étudiants. tout petit peu. Est-ce que tu peux baisser ton portable quand on te voit, parce qu'on voit plus le dessus de ta tête. Alors comment on fait là? Parce que je Ah sais bah pas trop. voilà, parfait. Tu vois Ah, bien là? ah non, faut que tu rebaisses un tout petit peu ton écran. Comme ça? Voilà, c'est parfait. Oui, oui, c'est bien. Merci. Bon, je bouge plus. Comme ça, on est sûr que c'est toi qui parles. Je consens. Donc, la, la- la notion de consentement, c'est quelque chose qu'on étudie à la fac de droit, d'ailleurs, tout au début, avec la notion de contrat, c'est-à-dire que c'est un engagement. Et ce que souvent on entend dans le vocabulaire courant quand on parle de consentement, c'est simplement une adhésion, ce qui n'est pas du tout la même chose. Puisqu'une adhésion, finalement, ça ne demande pas un engagement. Si on y réfléchit, si je prends l'avion, c'est un contrat d'adhésion. Même si je suis pas d'accord avec les clauses, bah, si je suis pas d'accord, je pourrais pas voyager. Donc, où est mon consentement? Il y en a pas. Alors, quand on parle de consentement éclairé, ça veut dire qu'on consent au consentement. C'est un truc un peu compliqué. Est-ce que c'est redondant ou est-ce qu'au contraire, ce qu'on veut dire, c'est simplement attention, il y a quelque chose. Et moi, je pense que le consentement, ça sert surtout à protéger le thérapeute ou le médecin et pas particulièrement le patient. Mais on pourrait revenir là-dessus. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'est ce qu'a dit, je crois que c'est Marc, sur cet exemple des témoins de Jéhovah qui refusent la transfusion. Alors, il s'avère que dans ma famille, hein, personne n'est parfait, que ma belle-mère est témoin de Jéhovah. Donc j'ai eu pas beaucoup de discussions avec parce que c'est difficile de discuter uniquement avec la morale et les croyances. On a besoin quand même d'un peu autre chose. Mais il s'avère que elle a eu besoin, pour une opération de la moelle, de donner son consentement et notamment, elle était d'accord pour l'opération, mais elle avait peur pour la transfusion. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que quand on parlait de consentement, elle entendait la peur. Alors, d'abord la peur de mourir, ce qui est tout à fait légitime, et puis aussi la peur du groupe. C'est-à-dire le fait de dire, si je vis et que c'est grâce à une transfusion, bah du coup, je suis rejeté par le groupe. C'est un truc terrible parce que je deviens responsable devant Dieu, si tant est que Dieu tient une comptabilité de ceux qui ont accepté ou refusé une transfusion. Mais ça, c'est autre chose. Donc, en fait, on demande un consentement et on a en face de soi quelqu'un qui pense en termes de peur et de croyance. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors, comment on a résolu le truc? Bah, avec un transfert de consentement. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir le chirurgien en lui expliquant que si jamais elle décédait parce qu'il lui fait pas de transfusion et que la transfusion était nécessaire, il aurait des problèmes puisque je me retournerais contre lui. Et que là, on n'est plus du tout dans le domaine des croyances, mais dans le domaine de la mécanique juridique qui est très très bien huilée là-dessus. Donc, il a tout à fait compris et c'était quelqu'un de très bien. Ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est le fait que la réflexion et la morale, c'est deux choses différentes. Dans la morale, il y a la croyance. Dans la réflexion, il y a quand même quelque chose au-dessus. C'est un peu, si vous voulez, la philosophie versus ce qu'on appelle la sagesse populaire. Il y a des expressions quand même assez curieuses que vous connaissez, celle qui dit qui ne dit mot consent. C'est un truc curieux quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que quand je dis rien, ça veut dire que je suis d'accord. Et en fait, la plupart des gens qui souvent
mettent en avant cette sagesse populaire, enfin cette sagesse, plutôt ces expressions populaires, soit c'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi, c'est des automatismes, soit au contraire, ils n'ont pas envie d'y réfléchir parce que ça va quand même assez loin quand on dit ça. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on dit quelque chose, eh ben, on ne consent pas? Mais si on prend le problème à l'envers, c'est terrible, quoi. Ça veut dire que finalement, est-ce que le terme même de consentement a une place dans une relation? Alors je vais choquer un peu, pardon, mais je vais l'expliquer rapidement. Dans toute relation et en particulier dans par exemple, une relation médicale. C'est-à-dire si je dois me faire opérer, euh, mon consentement ou pas, est-ce que c'est important dans la mesure où je dois me faire opérer? Euh, Est-ce que finalement, encore une fois, c'est pas quelque chose qui a été mis en place par des juristes, tout simplement pour éviter que le médecin ait des problèmes. Dans une relation thérapeutique avec un psy, c'est peut-être différent parce que si je suis moi-même, si je vais voir un psy, euh, c'est parce que j'ai l'intention euh, d'avoir un éclairage ou en tout cas d'avoir quelque chose qui puisse m'aider, peut-être d'ailleurs à consentir à moi-même tout simplement, c'est-à-dire à m'aider à comprendre ce que je ne comprends pas seul, parce que je ne peux pas le comprendre seul. On va demander à Gérard de te répondre. Je vais juste amener deux précisions. Quand tu as parlé de je ne dis rien, donc je suis d'accord, c'est ce qui aujourd'hui prévaut pour le don d'organes. Je Mm. n'ai pas dit que je voulais pas qu'on prélève mes organes une fois morts, ils seront prélevés. Mm. Et deuxièmement, c'est Marc qui a parlé ce matin de la même façon en parlant d'anesthésie, en disant quelqu'un vient, on lui dit il vous faut une prothèse, pas besoin de consentement, c'est il faut que je marche, j'ai besoin d'une prothèse. On n'est pas dans la même notion de consentement que allez-y ouvrez, cherchez dans ma pensée ce qui fonctionne mal. Qu'est-ce que tu penses, Gérard, de ce que vient d'évoquer Patrick? Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle vient de dire Patrick parce que c'est très centré sur un vécu, c'est-à-dire sur quelque chose qui prend en compte la complexité des choses, c'est-à-dire la peur que l'on a, la peur, le contexte éventuellement familial. C'est très écosystémique tout ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est pas une décision d'un consentement comme ça. Derrière, il y a toute une forêt, si j'ose dire, d'éléments qu'il faut prendre en compte. Quand il cite la formulation, je crois qu'elle appartenait au pape Boniface VIII, qui nos dix mots consent. Il y a d'autres expressions aussi qui vont dans le même sens. Bien évidemment, on n'est pas dans le consentement tel qu'il nous intéresse, nous, sur le plan de la relation thérapeutique ou le tissage du lien. C'est encore une fois toute la question, je dirais aussi, de l'intentionnalité qui est derrière. Alors l'intentionnalité, c'est ce qui vise la vie, la profondeur de la vie. Et ce n'est pas par un contrat futile signé des deux parties, si j'ose dire, qu'on saurait clairement s'il y a un véritable respect profond, un respect de la vie intérieure. Oui, comme dit Julien Bedbez, et je le sais à travers la thérapie narrative, on dit l'intentionnalité vise la relation. Oui, mais pas toujours. Pas toujours. C'est très noble, l'intentionnalité, mais est-ce qu'elle vise toujours la relation avec le respect comme il se doit, etc. C'est-à-dire que là, on est dans une telle complexité qu'on ne peut pas le réduire comme ça à quelques expressions ou quelques mots pour dire ça y est, le problème est résolu. Non, le problème n'est pas résolu parce que il est affaire de chacun et de chaque situation. Enfin, je pense que là, c'est important que l'on se situe, qu'on situe le consentement comme effectivement peut-être un mauvais vocable pour nous, je dirais, ou du moins pas adapté, et que je lui préférais le terme peut-être d'influence, quelle est l'action de l'influence. Enfin, je pense qu'il y a une réflexion à faire, je dirais, du consentement à l'influence, ou de l'influence au... Qu'est-ce que tu Pour penses dire en... à la... Pardon, excusez-moi. Nadège? Oui, oui, je repense à cette question de l'opération. Est-ce qu'il est nécessaire que quelqu'un adhère ou non à une opération dont il a besoin? Pour moi, il y a deux dimensions, la notion de l'urgence et du non urgent. Quelque chose d'urgent, effectivement, il y a des choses où on n'a pas le temps de tout faire et c'est pour que le patient soit en bonne santé et donc c'est quelque chose d'hyper important. Néanmoins, dans le non urgent, pour moi, le consentement, c'est hyper important. Je pense qu'on dans nos métiers, on a
eu beaucoup de patients qui nous ont raconté euh, adhérer sans adhérer à certaines interventions, qui ont donné lieu à des complications et qui regrettent ces interventions. Et notamment, je l'ai vu moi chez des adolescents qui ne souhaitaient pas faire certaines interventions, mais pour qui les parents ont fortement influencé ces interventions et qui eux-mêmes regrettent leur influence d'adultes, leur influence de parents dans le choix de leurs enfants de se faire opérer pour des opérations qui n'ont pas eu les résultats escomptés et entraînant notamment pas mal de douleurs chroniques assez handicapantes. D'accord? Mm. Antoine, qu'est-ce que tu as envie de dire à Bah, Patrick, à Gérard et à... alors d'abord, à Patrick, je ne sais pas si j'ai bien traduit ce qu'il disait, mais en tout cas, la façon dont je l'ai traduit, je trouve que ses propos étaient bruyants, étaient bruyants et brillants, ce que j'en ai entendu. C'est-à-dire le fait de dire, bah, finalement, euh, l'adhésion, tu as pris l'exemple de l'avion, et tu as comparé adhésion et consentement, et j'ai cru comprendre, et je trouve que ça m'a donné beaucoup de matière à réfléchir là pendant que je t'écoutais, que finalement le consentement voudrait dire qu'il y a une alternative possible. Quoi. Adhésion, non, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Je ne prends pas l'avion si jamais je n'adhère pas à ça. Par contre, consentement voudrait dire qu'on a une alternative en fait que l'on peut proposer à l'autre. Et donc là, j'ai entendu ça et je pense que ça va m'accompagner en fait pour continuer à penser les choses. C'est-à-dire finalement quand j'ai besoin du consentement du patient ou quand je vais le chercher, est-ce que finalement quelle alternative je peux lui proposer ou est-ce que je suis en train de lui proposer une adhésion? C'est-à-dire comme ton exemple de prendre l'avion, c'est-à-dire j'ai rien d'autre en fait à lui proposer et donc, du coup, dans quel contexte dans quel contexte je me situe? Moi, je reviens vraiment. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein d'exemples qui peuvent exister en dehors de l'hypnose. Je pensais aussi, pendant que je vous écoutais, je pensais aussi à la situation de celle qu'on a appelée les Amazones aussi dans le cas du cancer du sein, c'est-à-dire ces femmes en fait à qui on retiré un cancer du sein, mais c'était absolument évident pour tout le monde qu'il fallait derrière une reconstruction mammaire. Et puis vous avez eu tout un groupe en fait de femmes qui ont dit bah non, nous on veut pas de reconstruction mammaire. Et leur association s'appelait les Amazones si ma mémoire est bonne, qui en fait ont dit bah non, ça va pas de soi et vous avez besoin de notre consentement pour la reconstruction mammaire, mais c'est pas parce qu'on s'est fait retirer un sein de faire du cancer qu'il faut forcément qu'il y ait derrière une reconstruction. Donc je pense qu'il y a plein de situations en fait en dehors de l'hypnose dans lesquelles effectivement ce que l'on dit est tout à fait pertinent, mais je reviens en fait vraiment dans le champ de l'hypnose. Et il me semble avec Gérard que on peut pas échapper à cette question autour de l'influence. C'est-à-dire auquel d'ailleurs avait répondu en partie Freud, hein, la notion de transfert, qui d'ailleurs est pas et pas le génie freudien, puisqu'en fait, il avait piqué ça à Charles Le Sègue, comme c'était français, du coup, je le cite, hein, et c'était ce que Le Sègue appelait la cura singularis, hein, dans son encyclopédie. Freud l'a retraduit. Le génie de Freud a été précisément de dire, en fait, ce que jusqu'à présent, jusqu'à moi, thérapeute, les gens mettaient sous le tapis, c'est-à-dire toutes ces dimensions affectives, émotionnelles dont je parlais tout à l'heure, et tous les magnétiseurs, etc., qui connaissaient très bien, son coup de génie a été de dire, non, en fait, moi, je vais le placer au centre de la thérapie. Donc ensuite, il y a eu ce dispositif qu'il a construit avec plein d'influences, dont celle de la cura singularis, mais lui avait résolu en fait la problématique comme ça en disant, en tout cas au sein de la psychanalyse, si ce n'est l'hypnose, au sein de la psychanalyse, la question de l'emprise, du risque de l'emprise en tout cas, elle va se faire avec l'analyse transfert contre transfert, et du coup, moi j'avance de cette façon-là. Nous, c'est pas notre approche, sauf si on est hypnoanalyste, mais sinon, c'est pas notre approche. Et du coup, effectivement, se pose toujours cette question-là. Et moi, je sais que dans ma pratique clinique, enfin, les cas qui vraiment me torturent la tête, quoi, ce sont ces situations dans lesquelles je me dis, qu'est-ce que je fais au niveau de l'influence? Le cas que je citais ce matin avec Joël et Christine en disant, bah, évidemment que j'avais des exemples en tête hein, de ces personnes qui venaient voir avec elles n'arrivaient pas, les personnes qui n'arrivaient pas à être enceintes et qui physiologiquement il n'y avait rien, le couple se passait semble-t-il bien, et du coup des demandes d'hypnose par rapport à ça. La gendarme qui m'avait été adressée, elle était spécialiste de la pédocriminalité, et puis derrière il y a évidemment tout ce qu'elle ne veut pas voir en lien avec son boulot, où elle veut sauver l'humanité, très exactement les petits-enfants avec évidemment toute cette lutte contre la pédocriminalité. Enfin, et ça me ronge, c'est-à-dire que ces situations dans lesquelles, avec l'hypnose, je me dis jusqu'où je vais dans l'opérationnalisation de mon influence à l'autre. C'est-à-dire jusqu'où je vais rendre avec l'hypnose
c'est-à-dire cette proposition-là, tout d'un coup, où on va ensemble se repositionner autrement par rapport à votre existence pour voir un peu ce qui en ressort, sortir un petit peu du sens commun. On va voir un peu ce qui en ressort et de se dire, mais qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Quand je réponds oui avec l'hypnose, qu'est-ce que je fais lorsque, pour la première personne que je citais, lorsque je lui dis oui, essayons ensemble, alors qu'en fait, je sens bien qu'il y a autre chose qui se trouve derrière, mais que je me sens aussi acculé par la patiente qui me demande véritablement ça. Dans le deuxième cas de figure, où je me dis, bah là, il y a une temporalité qui est à prendre ensemble, ça peut être avec l'hypnose, mais et en fait, il y a quelque chose qui est très pressé de l'autre côté, etc. Enfin, pour moi, les questionnements éthiques par rapport à l'hypnose et à la question de l'influence, c'est toujours ces moments dans lesquels je me sens toujours très pris par les demandes de l'autre et où je me dis, est-ce que je prends une position dans laquelle je fais croire à l'autre avec mon outil, quand bien même je le sens pertinent pour l'indication, je prends une position au risque de l'emprise, parce que du coup, la souffrance peut faire que ce que je disais tout à l'heure, augmentation de la suggestibilité, les barrières entre réel et imaginaire qui se trouvent floues, etc. Et effectivement, je peux me trouver avec une influence hors norme. Est-ce que je prends le risque d'aller là-dedans et jusqu'où? Ou est-ce que je me retire? Et il y a des cas comme ça ou des suivis de personnes mais qui continuent à me torturer la tête, c'est-à-dire pour lesquels je n'ai pas de réponse. Il y en a un en particulier qui continue très régulièrement à être présent. C'est un monsieur qui était venu me voir par rapport à un cancer qu'il avait, pour lequel il était tombé sur un médecin naturopathe, qui avait été l'objet d'un documentaire. Mitterrand l'avait vu, ce qui donc cautionnait le monsieur, bien sûr. Et évidemment, ce médecin, enfin évidemment, pardon, mais enfin pour situer que c'était pathologique, ce médecin interdisait à son patient d'aller vers la chimio et même ne serait-ce que de faire les examens qui étaient nécessaires pour savoir quel était le type de cancer qui était présent. Mais évidemment, médecin installé qui en plus était occupé de Mitterrand, c'était très compliqué de pouvoir attaquer ça. Et ce monsieur qui était venu me voir était venu me voir en catimini. Il avait cédé à sa femme qui lui avait dit quand même, il faut bien que tu ailles voir quelqu'un, etc. Le médecin lui avait interdit de voir quelqu'un qui faisait de l'hypnose. Et il était venu me voir en fait pour des problématiques de sommeil, parce que son cancer faisait qu'il se grattait de partout. Et en fait, il n'arrivait pas en fait avec le prurite à dormir. Et donc, il me disait ça. Et donc, du coup, là, j'étais en train de me dire, waouh, 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 je peux pas juste faire comme si je voyais rien du tout. Et en même temps, si je dis non à ce monsieur en disant, écoutez, je vais pas juste prendre trouble du sommeil, alors que derrière, vous avez le paquet cancer, on sait même pas ce que vous avez, mais quand même, machin, etc. Je me suis dit, si par contre, je lui dis non juste à l'hypnose, ce monsieur part dans la nature, quoi. Et donc, du coup, on a commencé une prise en charge. J'ai fait le choix, malgré tout, je travaillais à l'hôpital, 100% à l'hôpital à l'époque. J'ai fait le choix, du coup, de voir ce monsieur. J'avais négocié avec lui le fait qu'il voit l'une de mes collègues oncologue, j'avais discuté avec la médecin et j'avais dit au patient, je vous garantis que c'est pas un piège, mais au moins voyez avec elle pour savoir exactement quel est le type de cancer que vous avez. Au moins faites le point, entendez l'information. Et c'est ce que je mets dans la corbeille, etc. Et puis bon, je vous passe le reste du suivi qui a été fait. Ce monsieur meurt parce qu'en fait, au final, les traitements n'ont jamais été pris. Voilà, il est mort de son cancer. Ça continue à me triturer la tête parce que je me dis jusqu'à quel point, à un moment donné, je n'ai pas alimenté quelque chose, en fait, en acceptant avec l'hypnose. Évidemment que j'ai essayé de travailler autre chose avec l'hypnose. J'ai pas travaillé avec le sommeil, bien sûr. Je ne me suis pas limité au sommeil. Et donc, jusqu'à quel point est-ce que j'ai pas alimenté un système en faisant ça? Jusqu'à quel point mon influence n'a pas finalement conforté quelque chose que je ne souhaitais pas conforter en allant dans des recoins dans lesquels j'étais pas forcément attendu? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose à un moment donné? Voilà, c'est-à-dire, et puis évidemment, moi-même, évidemment, me poser aussi des questions en tant que thérapeute en disant, mais finalement, s'il est si sensible à la suggestion de ce médecin, et si, point d'interrogation. C'est-à-dire que moi, maniant aussi l'hypnose, dans mon fantasme de l'hypnose, de dire, mais moi qui connais, entre guillemets, le pouvoir de la suggestion, en vrai, le pouvoir de l'influence, mais on parle du pouvoir de la suggestion, est-ce que finalement, si jamais le cancer est à peu près bon an, mal an, gérable, ce qu'on ne savait pas, est-ce que finalement, le pouvoir de la suggestion de ce médecin, malgré lui, dans tous les sens du terme, en fait, ne suffirait pas pour réguler quelque chose? Et donc, j'étais complètement perdu dans ces histoires d'influence et de contre-influence par rapport au médecin. Et c'est ça que je trouve compliqué vraiment avec l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose, à un moment donné, quitte le domaine de la raison
Et c'est justement là où l'hypnose se situe, c'est-à-dire l'autotranse du thérapeute, la transe du patient. Précisément, on doit quitter la raison, en tout cas diminuer le fil de la raison pour que autre chose puisse advenir. Mais dans le fait de quitter la raison, il y a des fois où, pour ma part en tout cas, je trouve qu'arriver à continuer à maintenir en fait un fil éthique tenable, reste très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a quand même un brouillard à un moment donné qui est présent avec l'hypnose et qui fait que dans des cas limites, bien sûr, hein, c'est pas tous les 4 matins, hein, mais dans des cas limites, je trouve que c'est pas simple du tout à gérer. Et je rejoins vraiment Gérard sur l'idée que pour moi, la spécificité en hypnose, c'est la relation, c'est-à-dire c'est vraiment l'influence au risque de l'emprise. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Et la psychanalyse s'est construite là-dessus, mais ils ont réglé le problème. Ils ont ouvert d'autres choses, mais ils ont réglé le problème. La thérapie systémique, à un moment donné, s'y est confrontée, et ben, allez hop, je vais sur les phénomènes de résonance, et hop là, avec le phénomène de résonance, pareil, j'apporte, etc. C'est-à-dire que certaines autres modalités thérapeutiques en fait, ont apporté des réponses. Il y en a d'autres qui ont remis sous le tapis. La relation n'existe pas. Voilà, on veut pas traiter ce qu'est la relation, donc il y en a d'autres qui ont remis sous le tapis. Et en hypnose, où on est tout le temps là-dedans, eh ben, c'est pas toujours simple, quoi. Pas toujours simple. Et moi, Alors j'admire des... j'ai envie de te Pardon. dire, Antoine, t'as été extrêmement clair. Merci Bon. de nous avoir expliqué ce que Et un tu peu viens de long, dire. pardon. Et je vais te dire quelque chose Hum, de tout simple. Je suis avant tout médecin généraliste, avant d'être addictologue, etc., etc. On vit les mêmes situations, sans parler d'hypnose. Quelqu'un va venir me voir, me raconte le même suivi avec quelqu'un qui lui dit de ne pas être traité pour le cancer. Et je pense qu'il faut qu'il soit traité pour un cancer. Et je me dis à quel titre et à quel droit j'ai de lui demander d'être suivi différemment pour un cancer. Et on va vivre les mêmes situations. C'est-à-dire que l'influence n'est pas présente que dans l'acte hypnotique, elle est présente dans toute relation, à mon avis, humaine et thérapeutique. Toute relation, dès qu'elle construit quelque chose à l'autre, elle est influençante. Je suis sous l'influence de l'autre, il est sous mon influence. C'est ce qu'on s'est dit avec Alexandre Julien l'autre jour, en fait. C'est qu'on ne peut pas échapper déjà à une interprétation puisque j'accepte d'entendre ce que l'autre me dit. Donc, moi, je dirais que dans la pratique hypnotique, au moins, on le sait. Et on le sait peut-être plus que dans certaines relations médicales où on ne l'imagine pas. On Donc, sait, mais on évidemment, en joue aussi plus que les autres. alors évidemment, Et là, le truc. on peut l'utiliser, évidemment. C'est toujours valable, d'ailleurs, le fait, je crois qu'à un moment donné, les médecins ne pouvaient pas hériter de leurs patients pour cette raison-là. C'est toujours vrai ou pas? C'est vrai. Toujours, hein, c'est ça, hein, justement, du fait de l'influence. J'avais lu ça quelque part, que pendant un temps au moins, les médecins n'avaient pas le droit de, de Alors, tu recevoir les... vois, Antoine, je pense que maintenant que tu acceptes, quand on te demande un papier à signer, est-ce que j'accepte d'être médecin traitant, c'est là qu'il faut faire signer avant tout papier pour une succession. Non, je crois que c'est toujours protecteur. Il y a des, voilà, c'est pour le coup, il y a des jurisprudences qui font qu'il y a eu des dossiers qui ont été réouverts. Bien entendu, mais tu as raison, tu as raison. Donc, oui, c'est vrai. Alors, tu veux répondre, Gérard, quelque chose? Non, c'est pas répondre. J'ai trouvé que c'était très éclairant et j'ai envie de pousser un peu disons, la réflexion parce que c'est une question que je me pose vraiment. Quand commence l'influence hypnotique? Est-ce que c'est quand on rencontre quelqu'un qui est, entre guillemets, qui est formé à l'hypnose? Elle est déjà là en amont. Quand est-ce que le processus hypnotique s'arrête? Quand la personne fermait le cabinet, la porte du cabinet? Quel est le véritable opérateur du processus hypnotique? Ça Moi, je aussi, c'est la sais. question qui ramène à la notion d'influence. Si je vais voir le professeur Antoine Bioy, qui a écrit X bouquins sur l'hypnose, etc., je me prépare aussi à quelque chose. Quand j'ai entendu les vidéos de M. Pascal Vespomis, je me prépare à quelque chose. Donc, l'influence, elle se construit en amont et elle se poursuit en aval. La question à ce moment-là, je pense, éthique, est celle de ne pas se transformer. Alors là, je rejoins complètement Sigmund Freud. Hein. Je ne suis pas guide. Je ne suis pas guide. Et là, j'emprunte vraiment la formulation du rabbin Naram de Brachlow qui disait ne demande jamais ton chemin à quelqu'un, tu ne pourrais pas t'égarer. C'est presque confusionnant, on est presque dans l'adduction hypnotique, mais c'est en même temps extrêmement vrai. Parce qu'on n'est pas là non plus pour rassurer, on est là pour assurer un processus, c'est-à-dire être les gardiens d'un cadre. Ça, je sais qu'Antoine y attache beaucoup d'importance et il a parfaitement raison, mais on n'est pas là pour, je dirais, une espèce d'opération processuelle, protocolaire, pour dire voilà, l'hypnose commence là, elle se termine là. D'abord parce que je pense que ça, dans la vie, ça se fait pas du tout comme ça. Je pense beaucoup plus à des moments d'immanence par la transe, de désobscurcissement d'un champ psychique
et qui font qu'à un moment, il y a un nouvel apprentissage qui peut commencer à apparaître. Enfin, c'est du moins mon point de vue, hein, totalement discutable, mais ça pose la question de quel est le véritable opérateur de l'hypnose? Est-ce celui qui se dit hypnothérapeute avec toute la légitimité entre guillemets qu'on peut y mettre? Est-ce que c'est je dirais pas l'adhésion, mais l'engagement du patient dans la relation thérapeutique? Où est l'opérateur de l'hypnose? J'ai peur, enfin, de mon point de vue, j'ai un peu peur. Enfin, moi, je situe en fait la difficulté, et tu as cité ce moment-là, en fait, sur la fin. C'est-à-dire, c'est pas tant, à mon sens, comment est-ce que ça commence, parce qu'on arrive à peu près à identifier, tu as raison, la secrétaire m'appelle professeur, c'est pas la même chose que si elle disait Antoine Bioy ou monsieur Antoine Bioy. Voilà, elle reçoit Ah des oui, patients en disant, voilà, professeur Bioy va recevoir. Enfin, on peut identifier, en fait, un certain nombre de choses, mais déjà, les magnétiseurs, et notamment Puisségur écrivait à une magnétiseuse qui lui posait la question comment est-ce qu'on termine en fait un suivi avec l'influence magnétique, enfin soit avec le rapport magnétique. Et il disait bah, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de reconnaissance que les patients en fait ont pour nous parce qu'on les a aidés. Il faut essayer de faire en sorte que cette reconnaissance puisse se dissoudre avec le temps. C'est toute la difficulté que Freud qu'avait mise en avant François Roustan. Il n'a jamais répondu à la question Analyse avec fin, analyse sans fin, son fameux chapitre, qu'en fait, il ne parle jamais de comment est-ce que se termine non plus une psychanalyse, et qui fait que François Roustan a dit finalement le but de la psychanalyse, c'est de créer des psychanalystes. J'ai une collègue psychanalyste et amie qui m'avait dit finalement, un psychanalyste, c'est quelqu'un qui a raté sa psychanalyse, il n'arrive pas à en sortir. Elle avait beaucoup d'humour, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire, c'est la fin souvent qui conditionne en fait ce qui s'est passé avant, y compris dans les relations d'emprise ou les influences positives. Je me souviens du film de Laura Kuttner pour reboucler avec les gamins No Fears, No Tears qu'elle avait fait du côté de Vancouver, où elle a été la première en fait à introduire des techniques d'hypnose en service d'oncologie pour les soins en fait auprès des patients. Et Kuttner a fait donc un film 13 ans après, No Fears, No Tears, 13 Years After, où elle est retournée voir les patients qui étaient évidemment survivants. Et ce film est absolument merveilleux parce que du coup, on se rend compte à quel point l'hypnose avait pu les aider, non pas évidemment, enfin évidemment en traversant les soins qui étaient donnés dans le cadre de leur cancer, mais surtout on voit les gamins et l'entourage disaient, et notamment la famille disait, mais ça a été merveilleux, ça a complètement changé notre rapport à l'enfant. On n'était plus en position de bourreau en train de regarder notre enfant en train de souffrir. On pouvait faire des choses avec eux. Et les gamins de dire, mais en fait, moi, je ne me suis pas simplement servi de ton hypnose que pour mes soins. Je m'en suis servi pour passer mon permis de conduire, j'en suis servi pour passer mon bac. Et le fameux test qu'on montre là de l'hypnotisabilité, notamment en hypnose de spectacle, en fait, c'est un patient de Laura Kuttner qu'on voit dans le film qu'il a inventé en fait pour entrer en auto-hypnose. C'est fascinant cette histoire-là. Et on voit en fait où c'est les patients qui viennent nous voir 2, 3 ans après pour autre chose. C'est-à-dire que c'est souvent dans la fin que cette question de l'influence et de l'emprise, en fait, s'écrit. C'est-à-dire en fonction de comment les choses se terminent, bien souvent, il y a une relecture de l'influence que l'on a pu avoir, ou plutôt de comment le patient digère cette question de l'influence. Est-ce qu'on est allé trop loin, pas assez loin, juste ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'ils vont garder de reconnaissance qui font qu'ils vont venir nous voir 2 ans ou 3 ans après pour tout à fait autre chose? Mais c'est bien aussi parce qu'ils nous prêtent quelque chose qui font ça. Et j'ai bien peur, je dis ça parce que c'est de l'ordre de l'imprévisible, mais j'ai bien peur que ce soit dans l'après et dans la fin que finalement s'écrivent ces histoires d'influence et de l'interprétation du patient et aussi du thérapeute sur ce qui s'est passé. Les premiers signes sont là, la relation, elle est là effectivement et très souvent avant de nous rencontrer, mais là souvent c'est identifiable, quoi. Et je trouve que notamment avec les gamins et ce que deviennent les gamins, on voit aussi ces processus d'influence et aussi dans leur développement qui se passent. Avant de terminer, j'ai envie de reposer la question à Nadège, qui s'exprime donc avec des enfants et des ados. Est-ce que vous ressentez qu'il y a une influence peut-être encore plus forte auprès des ados qui attendent de tout voir changer, qui pour eux pensent que tout peut changer comme ça spontanément? Est-ce que ça vous le ressentez? Alors moi, je vois souvent des ados qui pensent que rien ne peut changer. C'est plutôt l'inverse. Je dirais que les ados qui veulent changer et changent, ils ont une grande volonté. Le plus dur pour moi, c'est quand on est persuadé que rien ne peut changer et que rien ne peut s'améliorer. C'est ça pour moi le plus difficile.
Alors là, peut-être que vous nous parlez aussi quelque part d'un syndrome plutôt dépressif, avec un enfant qui perd l'espoir. Parce que c'est vrai que quand on écoute certains ados, ils disent non, non, mais c'est pas grave, voilà, la maison a brûlé, mais on va racheter une, c'est pas un problème. Voilà, par exemple, hein, l'adulte, il va dire oui, mais pourquoi racheter, etc., etc. Là, il y a aussi un syndrome, sans être oppositionnel, peut-être aussi dépressif parfois, de personnes qui perdent complètement l'espoir. Hmm. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que globalement, pour avoir travaillé aussi bien avec des enfants, des ados que des adultes, il y a majoritairement euh, quand même beaucoup de changements possibles et de rapidité quand même de changement. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si, si, j'ai entendu, si, si, bien sûr. Je repense spontanément à quelque chose. On avait fait une conférence il y a un an sur l'influence avec Antoine Bioy et avec Jean-Luc Romero. Euh, Antoine avait conclu, alors Jean-Luc Romero était là pour parler de l'influence dans la politique, et Antoine avait conclu en disant que le plus grand influenceur, c'était probablement le patient, et c'était à lui qu'il fallait faire confiance. J'ai assez envie de dire que c'est là qu'une des solutions va se trouver, à partir du moment où le patient va être dans une dimension plus positive, voilà, et qui va pouvoir penser que ça peut changer. On arrive au terme de notre journée. Antoine, je te propose de me rejoindre pour qu'on puisse fermer cette table ronde. Et Euh, peut-être d'excuser Ariane, hein, effectivement. Ouais. alors Ariane donc devait être avec nous pour Gérard la connaît très bien en tant que patiente experte pour aujourd'hui bien nous donner son mot de la fin. Bon, elle est souffrante donc elle n'a pas pu assister à la suite de la journée. Jean-Pierre, vous avez dû voir qu'il avait marqué Jean-Pierre Coutron sur le programme. Bah, il est tout simplement coincé dans un train donc il n'a pas pu être là avec nous dans cette table ronde. Gérard était là, Patrick Loulon était là, merci Nadège Monori, merci donc Gérard Sterman, et puis Antoine, voilà, je te propose de me rejoindre pour Ok. conclure cette journée. Voilà, ça y est, je me suis rapproché. Voilà, voilà, c'était la table ronde. Mm. Euh, Merci à tous d'avoir été là. C'est un sujet qui, à mon avis, va être poursuivi. On va pouvoir en reparler. On a dit des choses aujourd'hui. On commence à poser des choses. Il faudra probablement les écrire pour travailler dessus et faire avancer les choses. Es-tu content, Antoine? Je suis vraiment content d'un objectif qu'on s'était fixé et qui était la diversité en fait des approches, des contextes, des cadres, qui a permis vraiment un dialogue fécond, notamment au niveau des binômes, mais pas que, parce qu'on a vu aussi dans les mots-clés finalement que les uns et les autres ont utilisés, qu'il y a aussi un fil rouge qui est en train de se dessiner. Et je te disais à midi, ce qui aurait été intéressant, ça serait de faire un nuage de mots comme parfois on trouve maintenant sur le site, etc. Tu m'as dit que quelqu'un est en train de faire ce travail sur LinkedIn et merci à la personne, je ne sais pas qui c'est, mais merci à la personne de faire cette initiative. Mais c'est ça que j'ai trouvé fascinant aujourd'hui, c'était à la fois effectivement qu'il y a eu cette colorisation, c'est-à-dire vraiment cette pluralité autour d'un terme en fait de pratique et d'interrogation. Et on a vu des variables générationnelles, contextuelles, en lien aussi avec des situations cliniques qui pouvaient se présenter, et puis une ossature également autour de quelques thèmes qui sont revenus assez souvent. Et puis, je trouvais intéressant d'ouvrir, là aussi, sans que ça soit prévu, mais sur finalement quel autre terme serait possible. On a cité la notion d'adhésion, d'assentiment, et peut-être précisément que parce que l'hypnose, moi je continue avec ma conviction, possède des spécificités de pratique qui fait que la question de l'influence se pose vraiment de façon très spécifique avec cette pratique, peut-être qu'effectivement le terme doit aussi être un terme spécifique qui désignerait quelque chose propre à notre pratique et qui nous permettrait de le penser peut-être un peu plus justement. Et je trouve que comme œuvre à poursuivre avec nos collègues étendus, également personnes qui ont participé à cette journée en y assistant, merci, et aux autres qui vont observer également les vidéos, je trouve que cette œuvre me branche bien, quoi, pour continuer comme ça. Oui, ça a du sens, c'est tout à fait Mm. juste. C'est Frédéric Ménard alors, si vous allez sur Ah bah LinkedIn, alors, Frédéric, bien sûr. elle a cité je sais pas moi, une cinquantaine de mots, c'est bien fait. Mm. Mm. Bon, bah, merci Antoine d'avoir permis de le monter, ce colloque. Mm. Et je suis content parce on a fait quelque chose de bien. On va en reparler dans quelques jours. Merci à vous tous. À très bientôt. Hypnosia a plein d'activités. La CCH a plein d'activités. Vous verrez, je peux vous dire déjà que naturellement l'an prochain, on aura des conférences qui vont continuer.
Et je vais vous donner le titre d'une des conférences quand même, parce que bon, ça me paraît intéressant. Où commence l'influence dans l'hypnose et jusqu'où se prolonge l'influence? Ce sera une conférence qui aura lieu avant la fin de l'année. Voilà. Antoine Bieuil sera présent. Ah ben, écoute, ravi de le découvrir. Je suis pas sûr d'avoir donné mon consentement, mais après tout ce qu'on s'est dit, tu as à minima mon adhésion. Voilà. Mais Merci à tous. merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au Merci. Au revoir. revoir.